Bonsoir. On vient tout juste de terminer l'examen article par article du nouveau projet de loi de lutte au tabagisme qui a été introduit par le gouvernement plus tôt cette année. Nous avions proposé un certain nombre d'amendements. Nous pensions que c'était un pas en avant, mais trop timide. Et nous avons fait en sorte de faire quelques pas supplémentaires. Et donc, cette loi est un ajout souhaitable à l'attirail du Québec pour faire reculer le tabagisme et ses effets nocifs. On sait qu'une hospitalisation sur 3 au Québec est due au tabagisme. Un consommateur sur 2 de tabac va un jour mourir d'une des conséquences du tabac. Donc, il faut agir. Le Québec avait pris un retard considérable sur d'autres endroits comme l'Australie, le Royaume-Uni, la France, d'autres provinces du Canada aussi là-dessus. Et donc, il est important de rattraper ce retard, ce qui est fait pour l'essentiel, mais nous avions aussi l'occasion de faire des pas supplémentaires en avant. Malheureusement, des occasions qui ont été ratées à cause de la timidité, à mon avis, excessive du gouvernement Couillard sur cette question-là. Alors d'abord, les gains qui ont été faits, il y aura des mises en garde standardisées sur les paquets de cigarettes, donc les cigarettiers ne pourront pas jouer sur la taille du paquet ou sur sa configuration pour essayer de camoufler les mises en garde. Ça, c'est bien. On va faire en sorte aussi, et c'était notre proposition et la proposition de plusieurs dans le milieu de la santé et de l'éducation, de donner un certain délai pour que sur les campus universitaires et de cégep et autour des organisations, des hôpitaux, graduellement, ce soit des endroits sans fumée, avec des accompagnements, évidemment, au personnel de fumeurs. On l'a vu, on a été surpris de voir qu'à soit des centres jeunesse ou l'Institut Pinel ou le CUSUM ont pris la décision que l'ensemble de leur lieu sera bientôt sans fumée en accompagnant les gens vers ça pour éviter là, ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Bien, à 9 mètres d'une porte d'hôpital, il y avait les fumeurs et donc il fallait traverser un écran de fumée, littéralement, pour se rendre. De la même façon, nous avons fait en sorte que les compagnies de tabac ne puissent plus fidéliser un certain nombre de dépanneurs de leur choix pour faire en sorte de pousser à la vente de tabac. Nous avons donc fait ces gains-là qui sont significatifs. Nous avons aussi voulu protéger les détaillants, les épiciers et les gens qui vendent le tabac pour faire en sorte qu'ils ne portent pas une responsabilité exagérée, ce qui était le cas dans la première version du projet de loi. Par exemple, les amendes qu'on voulait imposer à des détaillants pour une première infraction, c'est-à-dire d'avoir vendu à un mineur du tabac, pouvait aller jusqu'à 125 000 $. Ça n'avait aucun sens. Donc, nous avons réussi à convaincre le gouvernement de baisser ces amendes maximales, bon, qui seront dans ce cas-là de 62 000 $. C'est quand même important, mais c'est vraisemblable. Ça nous semblait invraisemblable d'avoir une première offense avec une amende maximale de 125 000 $. Nous avons aussi fait en sorte, nous avons bien écouté les tenanciers de bars qui nous ont dit, écoutez, la loi actuelle nous crée une obligation d'inspecter constamment s'il y a quelqu'un qui, à l'extérieur du bar, dans les 9 mètres, est en train de fumer. Et nous devons faire cette démonstration. Il faut avoir un gardien de sécurité là en permanence. C'est trop. Alors, nous avons réussi à convaincre le gouvernement de modifier sa loi pour que l'obligation de ce qu'on appelle la diligence raisonnable pour empêcher de fumer dans ce périmètre soit raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de cendrier, il faut avoir des affiches qui soient clairement visibles pour ne plus augmenter les coûts des restaurateurs et des tenanciers de bar. Nous sommes contents d'avoir réussi ça. Nous avons aussi poussé pour que, à la demande des détaillants, qui disent, ben nous, on veut bien là, exercer de façon ferme l'obligation d'avoir une carte, le fameux cartage lorsqu'on achète du tabac ou de l'alcool ou de la loterie, mais aidez-nous. Alors, nous avons fait en sorte que maintenant, il faudra montrer une preuve d'identité avec photo, ce qui n'était pas dans la proposition de la ministre. On dit, écoutez, d'autres endroits dans le monde, c'est avec photo, puis on peut pouvoir voir que ce n'est pas une fausse carte ou une carte empruntée, ce qui était une des objections souvent avancées par les détaillants. On aurait voulu aussi, à la demande des détaillants, d'avoir une première infraction avec un avertissement et passer à l'amende seulement à la deuxième infraction. Là-dessus, la ministre n'a pas voulu nous suivre. Donc, il y a des gains. Il y a des gains pour les détaillants, il y a des gains pour les restaurateurs, il y a des gains pour les tenanciers de bar, à la fois sur la mise en œuvre de leurs responsabilités,
et sur la raisonnabilité des amendes qui peuvent leur être infligées. Maintenant, il y a des batailles qu'on a perdues à cause de la trop grande timidité de la ministre et du gouvernement. Et je dis du gouvernement parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une limite qu'elle ne pouvait pas franchir, même si elle l'avait voulu. Par exemple, le moratoire. Alors, la Société canadienne du cancer, l'Association médicale canadienne et le bon sens faisaient en sorte que nous aurions dû appliquer un moratoire pour les futurs produits du tabac. On sait que l'industrie des cigarettes invente constamment des nouvelles façons de distribuer leurs produits et nous aurions voulu agir a priori plutôt qu'à posteriori et dire, écoutez, si vous avez un nouveau produit, venez nous le présenter. On va vous donner soit l'autorisation, soit on ne vous la donnera pas, ce qui aurait permis, si on avait fait ça il y a 10 ans, d'éviter un certain nombre de produits qui ont été sur le marché. Ça, le gouvernement a refusé, même si, juste de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, la Food and Drug Administration applique l'essentiel d'un moratoire. Deuxièmement, on s'est fait dire par la Société canadienne du cancer et plusieurs organismes médicaux que les cigarettes slim ou super slim sont vraiment, et j'utilise l'expression qu'on nous a présentée, un attrape-fille ou un attrape-femme, parce que ça donne l'idée qu'avec des super slim, ben d'abord, c'est moins grave et ça nous fait maigrir. Et l'idée d'être mince fait partie de l'attirail des gens qui veulent vendre des cigarettes. Nous aurions voulu, comme c'était la recommandation, interdire ce genre de petites cigarettes. La ministre n'a pas voulu se rendre jusque-là. Même chose, nous voulions faire en sorte que le contenant des cigarettes électroniques, qui pour l'instant n'est pas réglementé, alors on y trouve toutes sortes de choses et parfois les étiquettes sont mensongères. On nous a fait la démonstration que le niveau de nicotine, par exemple, n'est pas équivalent à ce qui est sur l'étiquette. Parfois, c'est écrit qu'il n'y a pas de nicotine alors qu'il y en a. Nous savons que des réglementations, des normes sont en production un peu partout dans le monde. Nous en avons déposé des exemples français, par exemple, et nous avons voulu donner un certain temps au gouvernement du Québec pour qu'il produise ses propres normes sans attendre celles des autres. Et là, le gouvernement a refusé d'aller dans ce sens-là. Et nous voulions aussi des sous. Alors, nous savons que les budgets du ministère de la Santé et des Services sociaux sont en contraction. Les budgets de la santé publique ont été réduits de 7 % Encore ce matin, dans Le Devoir, on parlait d'une étude qui montre comment les gens qui font des programmes de vaccination, y compris des programmes de tabagisme, ont été coupés dans les régions du Québec un peu partout. Et donc, nous avons proposé d'imiter les Américains qui ont établi un système de permis pour les compagnies de tabac qui autofinancent les programmes de lutte au tabagisme. Alors, c'est tout simple. Les permis sont à la hauteur de la part de marché de chacune des grandes compagnies de tabac. Ils paient un montant qui équivaut à ce que ça coûte aux États-Unis de faire les campagnes anti-tabac. Et nous avons eu des représentations de, par exemple, la Fédération des médecins spécialistes qui nous dit qu'en ce moment, les médecins spécialistes qui essaient d'accompagner un fumeur pour qu'il cesse de fumer, le remboursement des pratiques médicales et des outils médicaux est trop faible. Par exemple, c'est 12 semaines par année. Et on nous dit d'habitude, c'est la deuxième ou la troisième tentative qui fonctionne. Mais là, n'ayant pas assez d'argent, ben après 12 semaines, le médecin dit au fumeur, écoute, tu reviendras dans 40 semaines parce que je ne peux pas te faire un deuxième essai financé. Alors, voilà le genre de choses pour lesquelles nous avions besoin d'argent. Nous avons proposé au gouvernement ce système d'autofinancement qui existe déjà chez notre voisin du Sud. Et là-dessus, ça a été refusé. Alors, on voyait qu'à partir d'un certain point, sur le moratoire, sur les cigarettes slim et sur cet autofinancement de nos programmes anti-tabac, il y avait un mur là que le gouvernement ne voulait pas franchir. Parfois, on sentait que c'était par crainte de représailles juridiques. Vous savez qu'en ce moment, le gouvernement du Québec poursuit les compagnies de tabac pour 60 milliards de dollars. Donc, il y a quand même une partie du gouvernement qui est assez actif, mais dans cette législation, on sentait qu'il y avait un refus de franchir certains pas qui nous auraient permis d'avoir une loi vraiment à la hauteur des défis et vraiment précurseur en un grand nombre d'éléments. Alors, c'est l'occasion manquée d'une loi vraiment qui fasse l'ensemble du travail. N'en reste pas moins que cette loi est une amélioration importante sur la situation actuelle et que l'introduction de plusieurs de nos amendements
font en sorte de rendre cette loi plus efficace, mais aussi plus respectueuse de nos détaillants. Voilà.